Bonsoir et bienvenue pour un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne, avec ce soir au programme Marlène Delon du Champagne éponyme Marlène Delon, qui va nous raconter un petit peu à la fois son histoire, son domaine, et puis nous voyagerons dans le Cézanne avec effectivement le domaine, un aspect un peu géologique, et puis bien sûr la dégustation d'une cuvée que l'on fera ensemble avec Marlène, une cuvée assez particulière je crois, puisque c'est une nouvelle cuvée pardon, que vient de lancer Marlène, qui va nous rejoindre voilà, dans quelques instants. Voilà, on lance le direct. Donc Marlène, je viens de la voir il y a quelques instants au téléphone, hein, donc je vous rassure, elle est là. Alors, Marlène va se connecter dans quelques instants. Donc elle m'a envoyé plusieurs demandes, je vous le dis, on est en live, hein. Voilà pour lancer la vidéo. Donc moi je l'affiche, il faut juste que tu acceptes, Marlène, de lancer le lien direct. Et puis ça va se lancer tout seul en principe. Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc ce soir j'ai le grand plaisir donc de d'animer ce live des champagnes indépendants, donc vignerons indépendants de Champagne, avec Marlène qui nous rejoint. Ça y Magnifique, est, ça marche. C'était ça compliqué. marche super bien. Écoute, bonsoir, comment vas-tu Marlène? Bonsoir, ça va et toi? Ouais, très bien. Donc nous avons déjà quelques personnes qui défilent au fur et à mesure. J'ai pas le temps encore de les saluer. Donc Voir tout le monde? bonsoir à toutes et à tous. On va dire bonjour, hein, il fait encore assez beau aujourd'hui, hein. Ouais, non, il fait jour encore. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce nouveau live des vignerons indépendants de Champagne. J'ai le grand plaisir ce soir d'être avec Marlène Delon du Champagne Marlène Delon qui va se présenter dans quelques instants. Donc nous sommes à Almans, nous sommes dans le Cézanne, la côte de Cézanne dont on reparlera dans quelques minutes. Eh ben écoute, je pense qu'il est l'heure d'attaquer. Nous avons déjà pas mal de personnes. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc pour participer à ce live, tout à l'heure nous dégusterons une cuvée et on s'efforcera de la faire vivre en espérant que vous avez également une bouteille de vin, de champagne et voire même de champagne Marlène Delon avec vous, hein, pour profiter de cet instant magique et surtout intime où nous avons l'occasion d'avoir quand même une vigneronne en face de nous pour nous parler de son métier, ce qui est quand même formidable. Bonsoir Marlène, bah, écoute, comment vas-tu? Je te laisse la parole pour présenter déjà un peu l'historique du champagne Marlène Delon, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Nous, on est une petite exploitation familiale. Moi, j'ai repris derrière mes parents il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, eux avaient créé l'exploitation à partir de 1970, donc sur les côtes de Cézanne, ce qui est pas forcément super connu, mais on s'y efforce. Ils ont toujours été manipulants à s'appliquer à faire leur vin, donc la finalité quoi. Et puis donc moi j'ai repris à peu près en 2000 avec pour objectif tout ce qui est environnement, ça me tenait vraiment à cœur. Donc les petites bestioles, la faune, la flore, voilà. En 2008, donc ça a simplifié un petit peu les choses. Donc là, tous les deux, maintenant, on est à fond dedans et on est passionnés, on aime ce qu'on fait. Et voilà, pour la petite histoire Ouais, il de la faudra peut-être que maison. tu te avances un petit peu pour qu'on t'entende un petit peu mieux. Il y a eu une petite coupure. J'ai mis le micro Voilà, à fond. Bon, après, c'est les côtes de Cézanne, hein, c'est le réseau. c'est ça. Alors donc, tu es arrivé dans. On va parler un peu quand même de l'approche vignoble, hein, parce que enfin, tu fais toi et Damien, qu'on salue par la même occasion. Vous travaillez quand même de manière un petit peu, on va dire alternative, hein, Ouais. quand même sur le vignoble, et ce sera important quand même d'apporter quelques précisions, parce que vous allez quand même assez loin déjà dans la démarche générale
d'un point de vue du bâtiment déjà, etc., que vous avez développé. Alors justement, bah, aujourd'hui, le domaine Marlène Delon, donc toi, tu es arrivé quand? En 2001 par là, c'est ça? Oui, 2000, ouais. Ouais, d'accord. Pour le grand passage de, C'est ça. de l'an 2000, hein, magnifique. C'était pas fait exprès. Ah, c'est vrai? Bon. Alors, donc tu es situé à Allemand ou tu travailles uniquement sur Allemand ou sur d'autres communes? Alors, on travaille sur 3 villages des côtes de Cézanne, tout autour d'un rayon d'une dizaine de kilomètres. Donc, il y a Cézanne, Broye, Allemand. Ensuite, on a un vignoble sur Vitry-le-François. Donc là, c'est un petit peu plus loin. On le travaille de la même façon, mais par contre, on vinifie pas les raisins. D'accord? Donc, pour l'instant, tu gardes le meilleur pour toi. C'est ça. Ah, c'est pas mal non plus là-bas. L'objectif, Bah c'est de oui, moi je pouvoir dis ça exprès, hein. faire une cuvée du Vitria également. Mais bon, on se concentre chez nous pour l'instant. C'est déjà pas Oui, mal oui, de bah boulot. après, comme tu es proche de ton vignoble, c'est vrai que c'est pas non plus facile de faire tes démarches un peu sur on va dire sur des distances un peu éloignées comme ça. Mm. Non, c'est plus facile de se concentrer, effectivement. Ok, donc aujourd'hui tu travailles donc sur à peu près 5 hectares, c'est ça? Oui, 5 hectares dans les côtes de Cézanne. On travaille sur les 3 cépages, donc Chardonnay, Pinot Noir et Meunier, qui sont répartis sur les 3 villages. Et Euh, au sein de ton domaine, la répartition des trois cépages? alors, c'est à peu près 50% de Chardonnay, 32 Pinot Noir et 20 de Meunier. Ouais, ça ressemble assez à l'encépagement d'allemand finalement. À part Ouais, le meunier où tu as moins de meunier, mais sinon ouais, c'est ça ça. se rapproche quand même, hein. Ouais, ouais. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, Ok, on a laissé ça comme ça parce que chacune a son potentiel. Le meunier n'est d'accord. pas dans le cœur de tous les champenois, mais d'un C'est point de dommage, vue, hein. d'un point de vue Quel grand travail, c'est. d'un point de vue Oui, hein, travail, quel grand cépage comme les autres, hein, de toute ouais. façon, hein. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais à la vigne? Oui, alors d'un point de vue environnement, déjà l'objectif c'était de retrouver tout ce qui était faune. Donc on a déjà arrêté tout ce qui était insecticide, antibotrytis. Et puis on a beaucoup diminué les doses, donc à partir de 2000. Ensuite, on a travaillé un petit peu sur tout ce qui était faune, pardon. Donc on a enfin limité tout ce qui était désherbant dans un premier temps, enherbé aussi également. Et puis, on a commencé à retrouver un petit peu de vie. Et donc, on a poursuivi vraiment dans la démarche jusqu'au bout, de façon à aujourd'hui être carrément en conversion bio. Voilà. Donc, toutes nos vignes là sont enherbées. Et on ne travaille plus qu'avec les produits agréés en viticulture biologique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail manuel pour limiter tout ce qui est végétation, pour limiter tout ce qui est apport extérieur. Et puis, on privilégie bien sûr la qualité à la quantité, ce qui permet d'avoir des raisins un peu plus gros et avec une facilité un petit peu la maturité. Mhm. Donc Ok. voilà. Et justement, le fait d'avoir développé, entre guillemets, cette faune et cette microfaune et de ramener de la biodiversité, je pense que c'est ça aussi qui t'a peut-être encouragé à travailler, on va dire, un peu sans filet, hein, sur Ouais. une vinification avec levure et bactéries indigènes. Ben, c'est surtout que oui, par rapport, comme on a commencé à partir de 2000 et qu'on travaille les vins, on s'est rendu compte de l'incidence de tous les changements qu'on a apportés sur les vins, justement. Donc, on a quand même vu comment je dirais, oui, une évolution qualitative par rapport au vin. Donc, ce qui nous a conforté dans nos efforts et ce qui nous a poussé aussi à aller un petit peu plus loin. Effectivement. Et donc, sur les vins, la démarche est la même, c'est le minimum d'intrants possible.
Et donc, on travaille en levure indigène. Donc, ce qui nous permet aussi de respecter, on va dire, l'aspect identitaire des vins, puisque ce sont quelque part un peu nos levures qui viennent de notre terroir. Et puis, on fait également la fermentation malolactique systématiquement. On la laisse se développer avec ses propres bactéries, toujours dans cette optique et à la fois de ne pas apporter d'intrants extérieurs, mais aussi de garder l'identité de nos vins. Alors ça, c'est intéressant parce que entre le moment, entre guillemets, où tu vendanges et le moment où tu fais le tirage pour la prise de mousse et la maturation, il se passe combien de temps, combien de mois? Il se passe un petit peu de temps. Ah oui? Non, parce que on avait fait comme tout le monde, tirer assez tôt en saison, c'est-à-dire dès qu'on pouvait, parce qu'on avait aussi une demande et des stocks à combler. Le souci, on s'est rendu compte que pour nous, les vins n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à travailler naturellement, le vin, j'ai envie de dire, il est un peu comme nous, il aime pas trop être stressé, il aime bien prendre le temps, il aime bien se reposer. Et, euh, et du coup, là, on laisse toutes les étapes se faire naturellement. Donc, au niveau du dépôt, du repos du vin, donc on est passé d'un tirage un mois de mars à aujourd'hui au mois de juillet. Donc avec des vendanges sur fin août, début septembre, on est à 11 mois de cuve, Ouais, de cuve, de vieillissement. ouais, tout à fait, hein. Donc, je le répète, hein, donc avant tirage, hein, effectivement, là où beaucoup font les tirages au mois de mars, février-mars, effectivement, souvent les vignerons, et notamment ceux qui travaillent en levure indigène, bien évidemment, puisque ça se fait un peu plus dans le temps, hein, Tout à fait. généralement, et donc le tirage se fait un peu plus loin, et ça permet également, entre guillemets, de profiter de ce temps pour avoir des dépôts fins également dans les cuves ou dans les fûts, et donc d'éviter des opérations telles que le collage ou des filtrations, hein, Tout à fait. puisque ça se fait un peu plus naturellement et ça a le temps de se faire, entre guillemets, Oui, hein. oui, c'est ça. Puis il faut savoir aussi que quand on fait la fermentation malolactique, nous, des fois, elle se termine début janvier. Donc après, il faut quand même que le vin, ouais, se repose. Et puis nous, on a quand même les dégustations à faire pour les assemblages et on ne peut pas le faire sur des vins qui n'ont pas fini leur fermentation. On n'a pas le rendu final en fait. Hmm. Donc là, les dégustations d'assemblage est prévues pour mi-mai. Donc les assemblages sont encore pas faits. Donc voilà. Oui, mais bon, je te rassure, tu n'es pas la seule, hein. Non, mais puis je trouve ça bien. Nous, on apprécie, on apprécie. Pour exemple, l'année dernière, c'était une année tellement exceptionnelle à tous les niveaux, on a fait le tirage carrément après vendange. Ouais. Donc, et on s'est rendu compte que les vins, pour le coup, n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de déguster au mois de mars, par exemple, puisqu'ils avaient quand même presque 6 mois de plus, donc c'est énorme. Ah ouais, complètement. Alors, avant de te poser une question pour savoir justement comment tu travailles en cuverie, enfin avec quoi tu travailles, j'en profite, hein, pour saluer celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Voilà, j'en ai vu passer quelques-uns, hein. Donc, merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que nous sommes, nous échangeons, hein, voilà, nous découvrons un peu l'univers de Marlène Delon, du champagne Marlène Delon à Allemand. Nous sommes juste au nord de Cézanne. On va en parler dans quelques instants par rapport au point de vue un peu terroir, hein. Marlène, donc toi aujourd'hui tu travailles dans ta cuverie, tu as des cuves, tu travailles un peu sous bois, je crois que tu as une cuvée travailler sous bois. Ouais, un petit peu de bois. Alors ça, c'était Mhm. à la demande de Damien. Ah, On faisait pas de bois à l'origine et puis je sais pas, il avait vraiment envie de bois, donc on a fait un essai et puis qui m'a moi aussi convaincue parce que comme je suis gourmande, voilà, j'ai apprécié. Et puis voilà, maintenant on travaille un petit peu avec le bois. Par contre, l'objectif c'était vraiment de pas forcément de l'utiliser
que pour le vieillissement, mais aussi d'en faire une cuvée bien particulière. Donc, comme on est rentré un petit peu dans une gamme gastronomique et repas, l'objectif c'était qu'elle s'intègre dedans à sa façon et un peu différemment, on va dire. Ah Donc, ouais. quand certains de nos collègues essaient de pas trop avoir l'aspect bois, nous on essaye justement plutôt de le mettre en valeur pour qu'elle ait vraiment sa typicité par rapport aux autres cuvées. Un petit coucou à Eric qui nous étions la semaine dernière, hein, tiens, qui nous rejoint effectivement. Coucou Je le les regarde vignerons et passer, amateurs mais de bon vin. Effectivement, c'est ça. Ok. Donc, au niveau du bois, tu travailles quoi? Tu travailles en fût? Tu travailles. oui, alors on travaille en fût. Alors à la base, c'était des fûts de 228 litres, Mhm. un peu dans le traditionnel. Et puis, comme on avait fait nos premiers essais sur des tout petits fûts, on avait un rendu complètement différent. Et donc, on travaille avec la tonnellerie de Champagne et en discutant avec Jérôme Viard par rapport à ce qu'on souhaitait pour la cuvée, on est passé sur des fûts plus petits. Donc là, ils font 190 litres. Mhm. Voilà, on est un peu particulier. D'accord. Des fûts de 2 hectos, hein. Ouais, un peu plus petit. Ah ouais. Bon, ça, c'est super intéressant, hein. Coucou à nos amis de nos graphiers également, du côté de l'Italie. Bah, bonjour à l'Italie, hein, c'est des Ah gastronomes oui, aussi. la Dolce Vita, C'est y a ça. que ça, y a que ça de vrai. Très bien. Bah, écoute, je te propose de. Alors tiens, moi j'avais lu quelque part que pour faire notamment tes traitements et autres, tu recyclais également l'eau de pluie. Tout à fait, tout à fait. On a fait l'investissement d'un nouveau bâtiment en 2007 parce que l'ancien de mes parents était à la fois un peu trop petit et puis par rapport aux charges sanitaires, qualitatives et autres, ça devenait un petit peu compliqué. Donc on avait pris la décision de refaire tout un bâtiment et donc on a essayé d'inclure dedans tout ce qui était recyclage, environnement. Donc effectivement, on a une grosse cuve de récupération d'eau de pluie qu'on utilise pour les traitements notamment et puis après tout ce qui est nettoyage et autres. Voilà. Donc en plus on bénéficie d'une eau qui n'est pas calcaire et ce qui facilite aussi l'assimilation l'assimilation par les plantes. Ouais, c'est important de le dire, hein, effectivement, hein, puisque le calcium fixe entre guillemets un peu les sols, hein, et fixe ce qu'il y a autour, hein, l'humus, l'argile notamment. Et effectivement, plus on a d'éléments fins entre guillemets, et plus on peut, enfin la vigne peut s'amuser avec, hein, effectivement. Quand je dis s'amuser avec, hein, bien évidemment, vous aurez compris, hein. Euh, donc tu es, enfin le domaine est certifié HVE, VDC. Oui, Tu es en cours de conversion bio tout à fait. et tu fais partie du groupe très césané, le groupe secret, hein, que Coucou, j'affectionne aussi particulièrement, hein. c'est ça. Coucou à eux d'ailleurs, hein, si, s'ils nous écoutent, hein. Tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Ouais, ben, c'était la grande décision avec les quelques collègues du Cézanne de faire parler justement de nos Bokoto qui étaient un petit peu méconnus et puis un peu dans l'ombre par rapport à la Côte des Blancs et autres, puisque c'est la plus proche de chez nous. Et on a décidé d'unir nos voix pour avoir plus de répondants et plus d'impact, notamment. Et puis, pour pouvoir, oui, promouvoir cette région du Cézanne. Voilà. Et- Alors le césané est allemand, je te propose d'en parler un petit peu. Donc si vous connaissez bien sûr déjà la Champagne, au sud d'Épernay, donc vous avez la Côte des Blancs, vous avez la vallée du Petit Morin. Et au sortir de la vallée, donc vous avez entre guillemets ce qu'on appelle un promontoire, hein. Donc c'est une crête qui descend un peu plus loin sur la plaine. Et juste derrière cette crête, avec une bonne exposition, enfin multi-exposition, eh bien vous avez le premier village du Cézanne, qui est donc allemand, là où tu te trouves, hein, C'est ça. qui était un ancien poste d'observatoire, hein, très disputé pendant la guerre 14-18 notamment.
entre les armées allemandes et les armées du maréchal Foch. Hein. Donc, je pense qu'on doit trouver encore quelques traces, notamment de ces épisodes, je pense, sur les hauteurs d'allemand. Et c'est marrant parce que le côté allemand, donc ça fait penser à allemand, le côté germanique. Et effectivement, l'origine allemand, c'est moi j'ai fait ma petite recherche, hein, bien évidemment, comme à C'est chaque fois. parti. Hein. Donc allemand, c'est un toponyme hein, qui dérive des Alamans ou des Élamans. Donc en fait, c'est un ensemble de tribus germaniques qui vivaient donc euh, aux alentours de l'Elbe et du Main. Alors le Main est Mayenne, qui est un affluent du Rhin. Effectivement, ce peuple-là était très ami avec les Francs. Ils sont venus plusieurs fois donc envahir entre guillemets la Gaule. Hein. La Gaule et notamment le nord-est et le nord de ce que deviendra la France plus tard. Et donc à certaines époques, hein, les Alamans sont venus à Reims, sont repartis, sont revenus, sont arrivés jusque Châlons en Champagne, donc ont traversé la plaine et ont donc laissé entre guillemets quelques toponymes donc de situations de tribus là où ils se sont arrêtés, hein, où ils ont fondé effectivement euh, des villages ou des petites cités. Hein. Donc l'origine c'est ça. Maintenant donc nos côtes du Cézanne d'aujourd'hui, donc il faut imaginer donc une côte en forme de S allongée. En haut du S donc vous avez allemand. Euh, Ce S est très important puisque nous sommes sur la partie un peu sud de ce qu'on appelle la côte de l'Île-de-France. Donc c'est une ligne de relief qui porte à la fois la montagne de Reims, la côte des Blancs et la côte de Cézanne. Avec la particularité de la côte de Cézanne, c'est qu'on est un peu plus rentré entre guillemets dans le plateau de Brie et donc d'où un peu plus d'érosion et Mm. également donc des lignes de source qui sont venues et qui ont descendu par les anciennes alluvions des éléments du haut de coteau sur la craie en allant vers la plaine. Donc bien sûr les vignobles ne sont pas sur la plaine, sont bien en coteau, des beaux coteaux crayeux qui sont surmontés à Allemand sur la partie est, notamment par des couches d'argile, C'est ça. notamment une belle couche d'argile verte. Et ensuite, on a des sables. Hein. Puis après, on va arriver sur des calcaires, des calcaires du Bartonien qui ont laissé également des éboulis hein, qui se mêlent aux éclats crayeux sur les coteaux notamment. Et sur la partie ouest, ce secteur entre guillemets du Sparnacien, hein, donc ce côté argileux puis sablonneux, apparaît déjà vers le mi-coteau. Donc cela, bien sûr, offre des nuances à la fois aussi bien sur les coteaux. On a un coteau qui est situé à l'est du village et un coteau situé à l'ouest, puisque Ouais. le village lui-même, c'est un petit S, entre guillemets, un peu creusé, avec un joli bombement à l'est, hein, un joli coteau. Les deux lignes de coteaux sont quand même assez pentues. Hein, Oui, tout à fait. et voilà, et on oscille entre 118 et 225 mètres hein, d'altitude. Donc on a quand même un dénivelé qui est quand même assez rapide. Hein par rapport à l'altitude et par rapport au dénivelé général. Donc on a des lignes de source qui sont vecteurs, enfin qui sont encouragées entre guillemets par ces couches d'argile. Si vous regardez, vous voyez une photo aérienne, hein, vous allez voir le coteau, vous avez des petites lignes de bosquet, hein, et généralement les lignes de bosquet, c'est là où vous avez les sources. Hein. Et après on passe à la géologie supérieure. Quand je dis supérieure, bien sûr en plus récente. Hein. Donc, allemand, c'est le vignoble le plus septentrional, même si on a le mont Hout à côté, hein, euh, enfin à quelques kilomètres, hein, Ouais, c'est ça. et sur la plaine, un petit mont comme ça crayeux. Donc, c'est septentrional. Donc, les terres sont bien crayeuses, sont bien exposées, mais on peut être plein sud, on peut être également sud-ouest, on peut être sud-est. Donc c'est quand même intéressant. Et puis ces sources qui vont un peu nuancer, hein, qui vont ramener également de la fraîcheur à cette craie qui est également fraîche, qui est très calcaire. Hein. Notamment, c'est une craie qui est très effritée hein, et mais de très très bonne qualité. Et les vins donc filent quand même assez droit et ont des belles résonances en fin de bouche fruitées, mais avec beaucoup de fraîcheur. Hein. C'est peut-être pour moi le cru qui a peut-être le plus de fraîcheur au sein de la côte de Cézanne. D'où l'intérêt, bien sûr, d'amener les raisins à bonne maturité pour amener un peu de respiration fruitée.
Et puis, comme tu as la chance d'avoir un Mikoto ou un peu plus haut, Mm. ces belles argiles, donc des vins un peu plus gourmands, qui ont laissé comme ça des couvertures un peu limono-argileuses sur la craie, parfois un peu plus profondes, hein, et qui occasionnent également une nourriture un peu plus riche, et donc un fruité un peu plus charnu, aussi bien dans les chardonnays que le meunier ou le pinot noir, hein. Et je sais que par expérience, comme j'ai eu l'occasion de faire quelques présentations de vin à des journalistes, notamment sur Paris, que notamment ta cuvée Pinot Noir, dont on reparlera après dans ta gamme, justement est très très appréciée parce qu'elle contient à la fois du corps, de la richesse, mais une fraîcheur et une salinité remarquables, hein. Mais ça, on en reparlera juste après. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le finage d'allemand. Bah écoute, t'en as déjà dit beaucoup. Ouais. Après, c'est mieux de venir voir, voilà. Ah ouais, ouais, voilà. C'est toujours Et, intéressant de se promener sur les coteaux et on peut voir ouais, les variations déjà de masse d'air, des choses comme ça. ouais. C'est assez intéressant et en termes d'humidité aussi, hein. Ouais, c'est ça. Mais L'humidité déjà, ressentie. le village en lui-même, il est coupé en deux par le coteau, donc c'est assez atypique aussi par chez nous, quoi. Ah ouais, tout à fait, hein. Et en bas de coteau, on a quelques petits points d'eau, enfin des lignes comme ça d'eau, hein, en Ouais, bas. Puis dans le village, hein, souvent les villages ont été également placés là où il y avait des sources. Et dans ces années, même dans le vallée du Petit Morin, souvent les villages sont dans les creux de coteaux, là où il y avait des sources, et là on pouvait puiser également de l'eau assez facilement, hein. ouais. C'est le cas également, hein. Ok. Donc on vient de parler un peu géologie, etc. Est-ce que tu peux nous présenter maintenant ta gamme de champagne, s'il te plaît? Oui, alors à la base, mes parents travaillaient que avec l'historique de l'encépagement, donc c'est pour ça que la première est basée sur l'encépagement, la terre originelle. Et puis on a quand même beaucoup d'assemblages qui sont partis de là. Et après, on a travaillé un petit peu sur les vieillissements. Et ensuite, avec Damien, on a commencé à créer les monocépages, justement parce qu'on s'est rendu compte en cuverie que c'était un petit peu dommage de se mélanger. Et on travaille aussi beaucoup maintenant en extra brut, puisqu'on a des maturités un peu plus importantes qui nous permettent. Et puis on aime le côté un peu brut et nature du vin et des cuvées. Donc là, actuellement, on a 8 cuvées avec la petite dernière. Avec un minimum pour la première d'un vieillissement de 3 ans. Donc ça, c'est important aussi. 3 ans de vieillissement en cave, en plus des 10 mois en cuve. Oui. Donc c'est pas négligeable. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les cuvées? Bah, juste me dire ce que tu as dans ta gamme. Donc, on a parlé de la cuvée terre, La terre terre originelle. originelle. Donc ça, c'est la plus jeune. Donc c'est l'assemblage. Ensuite, on a un rosé. Donc là, c'est pareil. On travaille un petit peu sur le vieillissement et le côté un petit peu table et gastro. Donc un peu plus fruité. Ensuite, on a la grande réserve. Donc là, on travaille sur le vieillissement aussi, un assemblage. Donc là, on est sur un vieillissement minimum de 6 ans. Ensuite, on a notre cuvée zéro, donc c'est notre brut nature qu'on a créé, voilà, dans ce sens. Donc c'est vraiment une cuvée dédiée au non-dosage, par contre. C'est pas une cuvée qu'on avait déjà, qu'on a décidé de ne pas doser. C'est vraiment une cuvée créée spécialement. Ensuite, on a l'instant boisé, donc c'est la seule qui est travaillée en fût, qui est élevée en fût. Et puis, on a ensuite nos monocépages, donc 100% chardonnay, 100% pinot noir. On a la petite 100% meunier qui dort encore en cave. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on va la sortir. Et C'est quoi puis, tout ça, les monocépages? C'est ta gamme Esprit Nature, c'est ça? oui, c'est ça, c'est la gamme Esprit Nature. Donc, c'est les premiers monocépages qu'on a fait. C'est aussi les premières vignes qui ont été travaillées de façon bio il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et puis, c'est aussi les premières sur lesquelles on a travaillé en levure indigène. Donc, c'est D'accord. vraiment la lancée de tout l'esprit nature, en fait, c'est ça. Et Et puis, je parlais tout à l'heure de fin de bouche, hein. ouais, C'est vrai que sur les fins de bouche, c'est levure indigène, enfin, c'est quand même exceptionnel, hein.
Moi, tout ce que je peux déguster en levure indigène, c'est vrai que sur les fins de bouche, et moi, il y a déjà le travail du sol qui améliore aussi, Oui, hein, aussi. qui te ramène une virgule exceptionnelle. Mais les puretés et les précisions de fin de bouche, c'est assez impressionnant quand même, hein. Quand tu travailles sur les micro-organismes indigènes comme ça, c'est impressionnant. Bah, et puis ça apporte la petite patte de chaque maison puisque c'est propre à chaque terroir et chaque façon de travailler, chaque maison quoi en fait. Ce qui est intéressant, parce que dans ces temps de changement climatique, on s'aperçoit que, tu vois, le, le- le couvert des sols, Mm. donc bien sûr, tout ça, ça encourage les racines à descendre, et qu'on a un lien comme ça très intéressant entre la faune qui se trouve au dehors et la faune qui se trouve en dessous. Et moi, j'aime bien ce rapport, entre guillemets, des différentes faunes qui communiquent entre elles, hein. Bon, ça, c'est un autre truc. Euh, qui communiquent entre elles, et justement ces effets de fraîcheur, c'est ça, hein. Puisque les éléments qui sont situés au-dessus permettent également à la feuille, enfin à la feuille entre autres, hein, mais à la vigne d'envoyer des signaux également pour aller rechercher de la fraîcheur en dessous, En hein. dessous, ouais, tout à fait, Et ça, c'est très intéressant. tout à fait. Et de toute façon, on a Ok? vu ces différents changements quand on a commencé à changer avec le travail du sol, l'enherbement, et on s'est rendu compte de tout ça. Oui, c'est vrai que la vigne met un certain temps, entre guillemets, à. Et après, il faut comprendre, hein, c'est comme si on nous changeait un peu d'espace, on nous met dans un confort, entre guillemets, un confort qui est un peu à déconfort, hein, puisqu'il faut aussi retravailler un peu plus. Faut Donc, s'adapter. on était plutôt dans un confort, mais un mauvais confort, avec des mauvaises ondes, entre guillemets. Puis d'un seul coup, on nous met dans un autre confort, mais là, il faut travailler pour comprendre un peu ce qui se passe. Et effectivement, ça déroute, il faut se remettre droit, il faut prendre les bonnes décisions. C'est ce que fait la vigne, et il faut lui laisser parfois un peu de temps. Des fois, ça va vite, quelquefois, ça va pas vite. Hein, il n'y a pas de règle, hein. Mais c'est sûr que tout est question de temps et de, et de volonté, hein, c'est sûr. Bah, et puis Alors, premier millésime de la maison. ouais, Alors moi, j'ai calculé, nous sommes en 2021. Tu es arrivé sur le domaine en 2001. ouais, Ça fait 20 ans. ouais. Donc c'est quoi? C'est ton anniversaire que tu fêtes à la sortie de ce millésime, premier millésime quand même. Non, alors faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'est que mes parents, comme ils faisaient un assemblage avec tout, ils n'avaient pas envie de s'imputer une petite quantité pour faire un millésime. Donc moi, quand j'ai repris toute seule, j'avais déjà tellement de boulot, j'ai même pas pensé à ça. J'ai continué sur la lancée. Ah non, mais c'est Et incroyable ça puis, quand même, hein. et puis, il n'y a que quand on a commencé à travailler les monocépages, le parcellaire, donc à peu près sur 2007-2008, où là, on s'est rendu compte qu'effectivement, chaque vin, chaque parcelle était différent et que c'était dommage de tout, forcément tout assembler. Là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses à faire. Mais c'est pareil, administrativement, on n'a pas calculé non plus parce que le premier esprit nature qu'on a fait en chardonnay, c'était déjà un millésime mais non revendiqué. Oui, ben, je m'en doute. Donc on était à fond dans notre truc, on n'a pas tilté. Non, mais ce qui est fou quand même, hein, en 20 ans, en 20 ans, qu'il n'y a pas eu comme ça la volonté, hein, Ouais, de sortir un millésime, c'est non, parce bluffant quand même. que en fait, le seul hic, c'est la revendication, parce que sinon, en 2009, tous nos esprits nature sont plus ou moins C'est Bono. millésimés depuis 2008, en fait. Et alors, en millésime, il y a quand même aussi deux écoles. C'est où vous millésimez tous les ans pour avoir une photographie de la vendange annuelle. Ou alors, bah, vous faites un millésime que quand vous estimez que c'est exceptionnel. Voilà. Et donc, on s'était déjà posé la question les années précédentes 2015. Pour nous, ça rentrait pas dans l'exceptionnel. Mais quand on est arrivé sur 2015, là, on s'est dit, là, on va peut-être pas louper le coche. Donc voilà, c'est notre premier. Et quel millésime, hein. Ouais, ouais. Bah ouais. C'est, Nous, dans le Cézanne, franchement, c'était une belle année.
on a échappé aux gros épisodes pluvieux sur certains coteaux, n'ont pas été forcément bénéfiques comme chez nous. Mais nous, on a vraiment tout eu, quoi. Et tu viens de dire le secret du millésime, en fait, hein. Mm, Le millésime, le secret de ce millésime-là, c'est ceux qui ont eu de la pluie et ceux qui n'ont pas eu trop de pluie, hein. c'est Il ça. faut dire ce qui est. Juste pour petit rappel, alors moi j'ai travaillé un petit peu, hein. Je me souviens un peu de ce millésime-là, mais effectivement, bon, moi je suis à Reims, donc effectivement j'ai vu de la pluie, j'ai vu le beau temps, mais effectivement, 2015 commence par un hiver où il y a déjà pas trop de fortes gelées, hein. Mm, Même s'il y a un coup de froid, on va dire début février. Par contre, il pleuvait déjà pas mal, hein. Voilà, l'avril est complètement chaotique. Et puis d'un seul coup, de mi-mai jusqu'à milieu août, pas d'eau, sécheresse. Et dans cette période-là, entre guillemets, du printemps et début été, il y a 40% quand même de pluie par rapport à la normale. Donc il y a quand même un manque assez important. Alors, les températures élevées vont aller jusque fin juillet, hein, même août, avec des belles températures. Et après le 12 août, hein, la pluie et la température deviennent un peu plus fraîches. C'est ce qui a souvent permis notamment ces belles températures fraîches, que ce soit en 2015, mais même en ce moment, ouais. hein, Mm, d'avoir quand même des beaux équilibres dans les raisins, avec des beaux arômes justement grâce à ces nuits fraîches, hein. On le mm, redira jamais assez. Et en plus, les vendanges ont commencé. Alors là, c'était un qui vendange qui et qui est entre guillemets est précoce ou pas, parce que là, début septembre, il faisait plutôt assez beau, sec, avec un peu de fraîcheur, donc un temps idéal pour vendanger, hein. Et puis après, après le quinze septembre, hein, patatras, c'est les déluges de pluie. c'est Et donc, ça. en fait, selon les situations, que vous soyez dans la côte du Cézanne, dans la baie de la Marne, dans la montagne de Reims ou dans la côte des Barbes, tout le monde n'a pas eu autant de pluie et avec des équilibres de fraîcheur, de pluviosité complètement différents. Et donc, c'est encore un millésime différent selon les endroits où on se trouve. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, toi, tu pas trop d'eau, donc de la On l'a eu maturité, de la gourmandise. au bon moment. On en a eu un petit peu avant les vendanges pour faire gonfler les raisins et permettre à la maturité d'aller jusqu'au bout. Et quand ensuite on a eu la grosse vague de pluie, on venait tout juste de terminer. Donc c'était parfait, Ah, c'est formidable. comme Ah il oui, oui. faut. Donc non, Et tu c'était sais, moi, nickel. tous les 2015 que je déguste depuis qu'ils sortent un petit peu, hein, ça commence à sortir un peu, hein. Mm, Bon, bah, c'est vrai que c'est top, hein. On voit que c'est bien mûr, que c'est net. C'est vraiment des vins de plaisir, hein, c'est clair, hein. mm, Ouais. mm, mm. Ok, bah écoute, je te propose de. Moi, j'ai la cuvée à côté de moi. C'est le moment, toi, voilà. Et en plus, regardez ça. Alors, bien sûr, comme ça, vous voyez à l'envers. Mais il était une fois 2015. Ah, c'est Fallait le magnifique. noter, hein. C'est un conte de fées que tu nous promets déjà juste avant d'ouvrir la bouteille, hein. Une belle histoire. Belle histoire. Donc, un petit papillon. Le papillon est très très présent dans ton univers. Ouais, c'est pas mon univers, c'est le petit côté emblématique, le fait de quand on a arrêté tout ce qui était insecticides et réduit les produits, tout ça, parce que je disais que justement nous n'avions plus de flore, c'est la première bébête qui est revenue. Donc c'est pour ça qu'on a marqué le coup avec le papillon. C'est Et je trouve là, ça, c'est une belle histoire, tu vois. Bah, il était une fois, tu vois, on commence par ouais, il était ouais, une fois un papillon. Moi, je trouve ça beau, hein. Non, non, mais ouais. Bah, je après, rebondis dessus, mais moi, je trouve ça juste génial. après le papillon, c'était les araignées, mais on a trouvé ça moins glamour sur les étiquettes. Oui, ça, c'est plus pour les mecs, ça, les Marvel, les trucs. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, dans les vignobles, on voit quand on se promène pendant l'été, il faut pas faire peur aux touristes, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup d'araignées dans les vignes, hein, et de toutes les couleurs, de toutes les Ouais. espèces. Oui, Moi, j'ai mais rencontré d'autres choses, je sais même pas si ça existait, hein. ça fait partie de la vie, donc il faut faire avec. Et puis, on s'est rendu compte aussi que toute la faune est là aussi pour enfin, la nature, enfin, pas selon nous, mais avec notre petite expérience, on a l'impression qu'elle s'autorégule. Les petites bêtes mangent les mauvaises. Enfin, voilà,
Ouais, c'est le principe d'une chaîne qui a été réactualisée, entre guillemets. Ouais. C'est un peu l'impression qu'on a. Ah ouais, Un tout peu à fait. notre ressenti. Notre Ah, ressenti. mais je suis d'accord avec toi. Donc pour la petite histoire, 2015, c'était aussi l'année des coccinelles. C'est bien, c'est Ah, tu moins vois, bien. hein? Il y en a eu pas mal. Et ça, c'était l'anecdote au pressoir, c'est qu'on a eu une grosse recrudescence. Ah ouais. Et ça, quelquefois, sur les pressoirs, on en voit pas mal, hein. Eh bien, il faudra retenir pour 2020 les perce-oreilles. C'est vrai? Ouais, Les perce-oreilles. les perce-oreilles. Mais Chaque t'en dis pas millésime a beaucoup, son hein. emblème, C'est un peu ça. à sa faune, à sa macrofaune, en fait. Hein. C'est un peu ça. Alors, est-ce que les vins auront le même goût, la même incidence à suivre? Ah non, c'est les perce-oreilles parce qu'on va faire des vins qui vont être des petits bijoux, dont les boucles d'oreilles, etc. On va le faire comme ça. On y Donc croit. là, c'est un assemblage. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, on est à peu près sur moitié chardonnay et moitié meunier. Donc tu travailles en cœur de cuvée. Oui. Alors c'est quoi la cœur de cuvée chez toi? Euh, alors chez nous, c'est un peu compliqué parce que des cœurs de cuvée, on en a plusieurs. Parce qu'il faut savoir qu'au pressoir, on a différentes étapes qu'on appelle une serre. Et chez nous, on les sépare, pas toutes, mais beaucoup. Donc on a là pour le coup aussi différents vins sur un même pressoir. Voilà, donc on sélectionne en fonction de la cuvée qu'on veut avoir Mhm. le cœur de cuvée le plus ou moins ou fin ou fruité ou aromatique suivant le rendu final. D'accord, donc c'est toi qui décides de sortir tel ou tel cœur de cuvée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc on les sort de toute façon au vendange, mais après c'est là le gros boulot de l'assemblage. On va décider de prendre tel ou tel cœur de cuvée pour telle ou telle cuvée, Ok. suivant ce qu'on veut à la fin. Allez. Alors bien sûr, avec donc on a bien donc derrière pas mal d'éléments donc sur la vie de cette cuvée, hein, depuis son origine jusqu'aux dates à la date de dégorgement. On a ce joli 2015, je trouve, hein, qui a un joli graphisme. On a bien Marlène Delon, le champagne Delon qui ressort bien, je trouve, sur l'étiquette. Et le Il était une fois, je trouve ça magnifique. Ça, c'est bravo, Alors, chapeau. pour la petite histoire de l'étiquette, alors forcément, ça ne va pas se voir sur le portable, mais l'idée, c'est de pouvoir représenter sur l'étiquette un peu plus chaque année, donc chaque millésime. Donc, en fait, là, on a un petit côté ensoleillé sur celle-là pour justement représenter l'année très, très caniculaire, très ensoleillée et très chaude. Et comme quoi, tout se construit bien quand même. Hein. C'est ça. Par contre, pour 2016, il a plu. Je sais pas comment on va la faire, l'étiquette, mais ça va être moins enchanteur. Ouais. Ah bah ça, on va vous laisser imaginer. Hein. C'est ça. Alors donc, assemblage donc Chardonnay et Meunier. Oui. Alors tu sais que Chardonnay et Meunier, enfin tu le sais, ça c'est sûr, mais celles et ceux qui nous écoutent peut-être pas, hein, c'est que pour moi, le Chardonnay et le Meunier, ce sont les deux cépages hein, en Champagne qui se trouvent tout de suite. C'est-à-dire que quand on fait des assemblages, autant Chardonnay et Pinot, il leur faut un peu de temps pour s'acclimater, autant Chardonnay et Meunier, pour moi, ça match tout de suite. C'est vraiment deux cépages qui sont faits pour s'entendre. Hein. Mais tout de suite, hein, c'est vraiment le coup de foudre. Hein. C'est vraiment deux cépages à coup de foudre. Hein. Et à chaque fois que je fais des assemblages de Chardonnay et de Meunier, c'est toujours pareil. C'est tout de suite, on a quelque chose de, de fondu. Les deux jouent ensemble. C'est assez amusant. Hein. Bah écoute, Alors, juste, c'est noté. donc là, nous sommes donc sur un assemblage également de trois lieux-dits. Oui. Donc, tu es sur le chardonnay. En fait, je te l'ai demandé avant, donc il n'y a pas de secret, c'est pas moi qui le sais. Hein. Donc, les Beauregards et les Granges sur le chardonnay et le Grand Larry pour le meunier, c'est ça.
c'est ça. Donc le Meunier, le Grand Lary, c'est situé donc à l'est sur un joli coteau, hein, un peu une colline, hein, d'Allemand. Et d'ailleurs, le Lary, tu sais, moi je suis passionné par la microtoponymie, donc l'origine des noms de lieux-dits. Et les Laris, effectivement, ça veut dire la pente d'une colline. Et c'était un terme qui était très employé, notamment à l'époque médiévale. Donc on l'appelait Lari, Larrey, Larré notamment, qui vient notamment du latin côté, flanc, pente, entre guillemets. Et tu sais qu'il a abouti, quelquefois tu as des villages, si je prends par exemple la Bourgogne, tu as Corey-les-Beaunes, Chorey-les-Beaunes. Et ben les, L-E-S avec le en accent inverse, D'accord? c'est ça, c'est les Larrey. D'accord. Donc ça veut dire voilà, la proximité d'eux aussi. Voilà donc un toponyme assez sympa. Donc la pomme d'une colline. Donc on sait que le Grand Lary, lorsqu'on va à Allemand sur la partie est, ce joli flanc de coteau que l'on a, eh bien il porte les Larry parce qu'on pourra presque le deviner en connaissant un peu en connaissant un peu les microtoponymies. On part à l'ouest du village, donc à Allemand, et là on a les Beauregards situés plutôt vers le haut de versant. Le Mm. Beauregard, c'est bien sûr là où on a un regard entre guillemets beau, c'est-à-dire un regard qui est assez étendu, hein, puisque il offre effectivement des points de vue très importants et surtout lointains. Les Beauregards, c'est ça, c'est le regard loin en fait, hein. C'est ça, Et, tout à fait. puis je pense qu'on doit avoir une belle vue aussi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis les granges, donc les granges, ça c'est marrant parce que on peut penser bien sûr à la métairie, donc l'exploitation plus les terres autour de l'exploitation. Mm. Donc ça c'est la première signalétique. Et puis après les granges, c'est une terminologie qu'on trouve pas mal assez notamment dans la Côte des Barres, puisque ce sont les cisterciens, hein, qui appelaient les granges, donc des exploitations agricoles qui étaient occupées par des frères convers, donc qui n'étaient pas dans les monastères. Donc il y a ces deux possibilités-là, entre Mm. guillemets, pour les Mm. granges. Mais aujourd'hui, je crois que si on regarde un peu le lieu dit les granges, on a bien, entre guillemets, une ferme, en Ouais, tout cas une exploitation, avec un petit pré autour, enfin un petit champ autour. ouais, ouais, c'est ça. Mm. Donc tout s'explique, hein, finalement. Tout à fait. Ok, bah, je pense il est temps Il de est temps, il convier va, il va se réchauffer. nos convives à la dégustation. Donc avec, alors, tu peux en parler aussi, hein, je suis pas seul à déguster, hein. Ouais, tu fais ça tellement bien. Non, c'est Non, mais bien on a un d'avoir chardonnay. un avis extérieur. Oui, non, mais bon. Là, moi, ce que j'apprécie sur déjà cette couleur de robe, c'est cet aspect un peu or jaune. Alors, c'est très frais, mais en même temps, c'est assez profond. Et donc ça, bien sûr, on a le meunier, mais on a aussi 2015, hein. On Mm. sent la bonne maturité Oui, des raisins. Si je le fais tourner, sachant que les Beauregards, c'est crayeux, mais il y a de l'argile, hein, aussi au Beauregard, hein. oui. Dans le haut, oui. Voilà, dans le haut, hein. Voilà, on a une jolie viscosité là qui est assez fluide. Donc un premier nez qui est un petit peu fumé, hein. Mm. Donc souvent, le premier nez, ça laisse partir un peu le côté un peu argileux, hein. Et la crève va venir après, hein. Ouais, moi j'ai bien ce côté meunier là sur des terres, hein. Quand même, on sent qu'il y a de la terre même sur les meuniers, hein. Moi j'ai ce côté amande déjà qui arrive. Et ce côté amande qui arrive dans les chardonnays après quelques années, dans les meuniers, il arrive très très souvent et très rapidement. Voilà, le côté floral. Ouais. Voilà, voilà le meunier s'exprime pleinement. J'ai la fraise là. Bien sûr, le côté un peu prune, mirabelle. Côté un peu pomme chaude, hein. Pomme chaude amandine un peu. Quelques petites épices douces. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus du Grand Lary, justement, on a parlé tout à l'heure du petit bosquet, hein, qui séparait la craie de Ouais. l'argile. Et au-dessus, c'est les puits je crois. Et les Oui, puits c'est c'est le ça. puits. Donc ça nous dit effectivement qu'on a de l'eau pas très loin. On a un vin où on sent un peu de patine, hein, on a une certaine gourmandise, un peu de rondeur, et puis côté exotique, hein, qui commence à pointer son nez, hein.
Alors derrière ce côté un peu richesse, un peu fumé, comme ça grillé, moi j'ai déjà ces petites notes un peu badiane, tu sais, un peu l'anis Ouais, étoilé. ouais. Alors on a un ananas qui commence à pointer le bout de son nez. Ananas, fruit de la passion, hein. On voit que le citron, il est légèrement confit. Ouais, là, il est déjà bien. Mais au nez, on voit que c'est déjà expressif, hein. Et on voit que c'est un vin qui demande à s'exprimer, à prendre son envol comme un papillon. Et un vin qui mérite également un joli verre assez évasé, hein. Bon, je vais quand même le mettre en bouche, hein, parce que là, j'en peux plus. C'est ça. Il arrive un moment. Il arrive un moment, de toute façon, où on doit payer, hein, mais c'est joli d'être payé comme ça. Santé à celles et ceux qui nous écoutent. Santé à toi, Marlène. Merci pour ce partage et cette belle cuvée. Quand, quand la crème nous tient comme ça, c'est bien parce que je trouve qu'elle s'inscrit bien dans ta gamme. C'est-à-dire que tu as une gamme quand même dont la crème ressort bien, hein. Oui, on retrouve. Et là, on a une attaque assez riche, hein, riche et fraîche. Et d'un seul coup, on a le vin qui commence à monter un peu dans les joues. Mm. Donc là, c'est, on va dire, légère influence argileuse. On a un peu de mâche, hein, d'ailleurs. Et puis, cette mâche se transforme un peu en croquant de raisin, où là, on a de la fraîcheur qui arrive, hein, paf. Et c'est là où on a ces aspects un peu citronné, ce côté un peu Mm. prune, Mm. ce côté ananas, fruit de la passion, etc. On a un petit méli-mélo, là, qui explose bien dans le palais. Et tout ça est recadré par la craie, droit, net, précise, saline. Moi, j'ai un peu la fleur de Ouais, sel, là, la en saline, ouais. rémanence. Je suis bien sur la langue, hein, j'ai ma craie qui s'est bien déposée, enfin mon calcium, entre guillemets. Et une jolie rémanence de fraîcheur. J'ai senti un soleil arriver, en fait, dans le palais. Et cette craie qui a repris son droit, hein, ça c'est clair. Mais quel joli soleil, hein. C'est pas mal. Pour un début de Celui-ci, je soirée, pense c'est pas qu'à mal. l'aveugle, vous allez le retrouver très facilement, hein, lorsque vous allez faire au vertical dans quelques années. Ouais. Le dosage, c'est quoi pour cette cuvée? Zéro. Effectivement, on a. Alors je le savais, hein, je vous dis ça en fait. J'ai alimenté la discussion, mais bon, je le savais forcément. Quoique des fois, je ne sais pas toujours, hein. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie là, c'est que on a un tranchant, mais sans amertume. On a une fraîcheur qui est complètement intégrée. Et on n'est pas sur du tranchant pour trancher, entre guillemets. On a une craie qui reprend ses droits de manière très élégante. Euh, cette petite salinité, là, elle titille. Et je trouve que elle parle bien à ce côté solaire qui est arrivé, Ouais. sans effet d'alcool. Donc on n'a pas de côté capiteux du tout, hein. Donc là, c'est vraiment le travail à la vigne aussi qui fait le truc, hein. C'est-à-dire, on a une sensation de fraîcheur globale avec quand même la sensation de soleil, de fruits un peu exotiques, voire tropicaux. Ouais. Ce côté badiane qui redonne un relief avec le côté un peu fumé comme ça. Et c'est, tu vois, c'est une cuvée aussi bien d'apéritif que sur des plats quand même Ouais, un peu tout à fait. charnus, mais un peu canaille avec une recherche soit un peu épicée ou soit sur les fruits, hein. Et moi, j'aurais bien des petits concentrés comme ça, jouer sur les purées de légumes, que ce soit de la patate douce, que ce soit comment ça s'appelle, de la butternut. Bon, là, c'est plus la saison, Oui, la contrenaute, mais ouais. voilà, des choses comme ça. Et avec soit du poisson, ça peut être de la volaille, de la viande blanche. Le vin, par son côté solaire, cette rondeur, entre guillemets, légèrement argileuse, le soleil et cette craie-là qui est très séduisante, hein, et saline, te permet vraiment de tester énormément de choses. Beaucoup de Là, choses, j'ai ouais. qu'une envie, tiens, c'est de croquer dans un fromage, tu vois. Alors que j'étais dans les poissons il y a 2 secondes. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais, ouais, puis t'as différentes notes, donc tu peux, ouais, tu peux l'associer.
Moi, ce soir, je suis assez marquée par le côté fumé parce qu'on l'a dégusté déjà il y a un petit moment où on était plus sur le fruit, tu vois. Ouais. Et là, j'ai le petit côté fumé qui m'interpelle différemment, donc c'est agréable aussi de le voir sous un autre angle. Et bon, tu sais, le côté fumé, tu l'as déjà par l'argile. Puis après, tu peux l'avoir également par des éclats de silex. Mm. Alors vous, les éclats de silex, je sais que vous en avez. Je sais pas exactement dans quel coin. Mais là, bon, c'est quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste au-dessus de la craie, vous êtes sur les argiles assez riches, Ouais, hein. ouais, Donc ces argiles-là, moi, je les connais bien, par contre. Et enfin, les silex aussi, hein, mais. Et ces argiles-là sont très très riches, hein. Et ont ce côté, bien sûr, un peu fumé, parce que ces argiles-là viennent également de composés organiques. Euh, les argiles du Sparnacien, hein, c'est des mangroves, donc avec des végétaux qui ont alimenté, entre guillemets, le fond de ces mangroves, donc c'est que de l'organique, hein, ouais, que ouais. du carbone, entre Mm. guillemets, hein. D'où ce côté un peu mine de crayon, tu vois. Ouais. C'est assez classique, hein. Et tu sais que c'est les odeurs qu'on retrouve dans les pauillacs, hein. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, quand tu décomposes, il y a plein de choses qu'on retrouve dans d'autres vignobles suivant effectivement le. Bon, le chardonnay, on voit que là, il s'est bien plu dans ce millésime-là, hein. Moi, j'ai le côté, tu vois, un peu pâte de coin. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que quand tu as des millésimes comme ça qui sont très expressifs, donc ils se donnent, hein, c'est clair. Et après, quand tu aères, c'est là que tu vois si tu as un vin de lieu, un vin de terroir, hein. Là, on voit que, tu vois, le terroir reprend un peu le dessus et ramène la fraîcheur. Ouais. C'est-à-dire que le fruit est toujours là, mais il est complètement rafraîchi, quoi. Hein. Et ça, c'est le signe déjà de sol vivant, déjà, hein. Et c'est le signe également qu'on a été chercher là où il fallait, hein. Mais c'est évolue, tu vois, quand ça évolue, hein, on perd, enfin, on le laisse, mais on change complètement le côté solaire pour aller vers du terrien, hein. C'est le Alors, côté. moi là-dessus, maintenant, je suis parti complètement là sur le veau, le filet de bœuf, tu vois. Là, ça y est, le poisson, on l'avait au début, mais Non, mais c'est et c'est bien une comme quoi cuvée, avec ouais, c'est la une cuvée de cuvée, tu peux repas. faire le repas. Tu commences légèrement servi à 8 degrés, 9 degrés, sur un joli tronçon de lot, tu vois. Un joli tronçon de lot avec une petite purée de carottes. En ce moment, c'est les carottes, allons-y, hein. Donc, Ouais. notre butternut, on le remplace par des carottes en faisant un petit- une petite purée fine. On va rajouter un peu d'orange ou d'éléments un peu d'agrumes. Et puis après, là, quand il est ouvert, là, moi, je suis faut attendre de champignons, mais là, à l'arrivée des cèpes, on sera dedans, hein. Imagine un joli médaillon de veau dans le filet avec Ouais. une petite poêlée de cèpes ici, là. Tu rajoutes un peu de badiane en fin de cuisson des cèpes. Wow! J'ai pas essayé. Bah, c'est bien, on a les recettes en même temps. Ouais, oui, mais c'est le vin qui nous parle, Ouais, hein. tout à Là, fait. j'imagine Tout à des fait. tomes également, des belles tomes de montagne, tu vois. C'est un vin qui a de la profondeur. Souvent, il faut aller chercher des fromages d'altitude, hein. Ouais, d'accord. Ah, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça ressemble pas du tout à d'autres champagnes. D'accord. Voilà, t'as une typicité, Ouais. moi, je trouve, typicité du millésime, typicité de terroir, de l'assemblage. On a vraiment un vin singulier, hein, mais qu'il faut vraiment aérer, je trouve, je pense. Ouais. Un Donc, c'est fromage une de cuvée que vous montagne, je réponds. Je vois passer des questions. C'est vrai? Hmm. Donc, c'est une cuvée donc, que vous sortez qui est déjà disponible à la vente? Oui, tout à fait. Alors, on devait la présenter au Printemps des Champagnes l'année dernière, 2020, donc. Année Covid, donc on n'a pas fait grand-chose.
Donc on l'a sorti plus ou moins en off avec nos proches en fin d'année pour les fêtes. D'accord. Enfin, je dis en off, on l'a présenté à nos cavistes, à nos gens proches, puisqu'on ne pouvait pas voir les gens plus loin. Voilà, donc oui, elle est disponible depuis la fin de l'année. D'accord. Et c'est une cuvée qui sort à peu près combien en prix normal, en prix public, hein? En prix public, on est à 42 €. Ok. Donc une Voilà. belle cuvée Ouais. qui a son prix Ben, et qui donne. millésime, donc en plus petit volume, donc, Oui, oui, voilà. tout à fait, hein. Et puis on a quand même une matière exceptionnelle dans le verre, hein. Et Et puis plus ça en plus, s'aère et plus c'est pur en plus. Donc, ouais. En plus du premier millésime, on a mis la petite touche un peu spéciale. On a mis des capsules, je ne sais pas si vous voyez bien, numérotées. Donc on a joué le jeu du premier jusqu'au bout. d'accord. Donc il y avait. Donc là, c'est jour de loterie pour toi, Geoffrey. Tu as un numéro spécial. Bah oui, parce que alors je sais pas si vous le voyez comme ça. Ah, c'est pas facile à voir en vidéo. Alors je sais pas, moi j'ai le. Donc il y a 1750 bouteilles et moi j'ai le numéro 63. Voilà. Et comment tu le vois? Parce que Ah, faut peut-être mettre les lunettes. voilà, je vais prendre un coup de vieux là, je vais te dire. Non, à l'intérieur, tu as des numéros et tu as un slash. Donc après le slash, tu as 1750 et avant, tu as un numéro. Oui, oui, non, mais en fait, si tu veux, moi je regardais au milieu et Ah le oui, numéro il est là en il fait. est sur le Voilà. bord. Oui, oui, tout à Donc fait. je voyais des petits poinçons, je me dis tiens, c'est écrit en braille. Non, pas encore. C'est compliqué. Bah oui, Voilà. d'accord. La petite Allez, numéro histoire. 14, c'est beau ça. Et ben voilà. Pour vos lotos, tiens, j'ai déjà un numéro. Voilà. Et quel Donc numéro? 14 pour Geoffrey et 63 pour moi. À savoir, demain c'est vendredi, c'est peut-être le jour. Et 2015, on a oublié, on a tout ce qu'il Ouais, faut. 2015. Voilà, on a 20, on a le 2, on a le 1, le 5. Ça nous fait un 8. C'est un joli chiffre, ça, le 8. À essayer. C'est un cycle de vie sans fin, ça, le 8. Hein. Mm. Ouais. Tu vois, maintenant que ça s'est aéré, là, le vin ne fait plus qu'un. Et là, wow. Non, l'argile, c'est collé à la craie. Tout est homogène. Là, on a du jus, c'est juteux. C'est un peu exotique, pas trop. Euh, on a des jolis fruits charnus. Hein. Ça prune bien en même temps. C'est un peu épicé. Et quelle fraîcheur. C'est frais, mais sans être ostentatoire. Ouais. On retrouve bien la crème. Et là, l'aération, tout est bien ensemble. Hein. C'est vraiment une jolie cuvée de plaisir. Hein. Mais je dirais, euh, pour le repas, mais même en se faisant plaisir. Hein. Dans la journée, hein, il est 10 heures du matin, Matin, même même avant. Hein. avant. Hein. Tu sais, moi, c'est une cuvée que je mettrais presque pour bruncher, tu vois. Ouais, bah Avec un c'est petit peu oui. de. Voilà. Tu mets une bonne charcuterie fine, hein, des beaux jambons cuits à l'os, très très finement coupés, tu vois, en chiffonnade. Jolis œufs brouillés, des petits lards très très fins, un peu de lard colonnata, tu vois. Éventuellement quelques Saint-Jacques, bon là c'est plus la saison, mais il y en aura d'autres. Ça va Ou alors des revenir. petits boudins, tu vois, des petits boudins blancs comme ça. Tu fais des petites rondelles de boudin blanc, tu enroules ça d'un peu de lard de colonnata, tu remets ça comme ça un peu à la poêle, et pour marier comme ça tes petits œufs brouillés, là, c'est génial. Hein. On a l'eau à la bouche là. Mais ça, c'est juste pour le matin. Hein. Ouais, ah, pour le matin, d'accord. Non, mais c'est une cuvée, tu vois, qui fait envie déjà. Hein. Ouais. Bon bah Voilà, c'est une c'est cuvée qui fait envie, tout est en place. On n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. bon. Avec modération. Il faut le dire. Hein.
Il est à côté de moi. Ouais. Et il vient de me dire d'arrêter de boire trop. Il n'y a pas de souci. Ok. Faut partager Ben, maintenant, Geoffrey. très bien, Marlène. Bah, écoute, je te remercie pour ce joli voyage. Ben, merci à toi. On a Tu passé un nous bon as fait moment. découvrir allemand encore d'une autre manière. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de replonger dans le millésime 2015. Moi, j'ai passé, je crois, la journée presque en short, hein, tellement qu'il faisait chaud hein, à Reims. Et, et, euh, et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, hein, qui nous ont regardés. J'espère qu'on vous a fait vivre de beaux moments. Merci à Surtout, tous. donnez l'envie de découvrir Marlène, d'aller voir Marlène euh, à Allemand. Nous sommes dans le Cézanne, c'est le nord de la côte de Cézanne. C'est très joli, c'est joli éperon comme ça, avec une vision vers la plaine. En plus, on a les beaux regards au-dessus, vous pouvez même aller au-dessus. Vous téléphonez avant à Marlène, vous dites, tiens, j'ai en 2015, est-ce que tu peux me la mettre au frais? Vous Pas venez de chercher la souci. bouteille, vous l'achetez, vous allez au-dessus, un peu de fromage, des choses bien affinées, et vous allez au-dessus du village, vers les Beauregards ou ailleurs, et vous refaites le monde, vous refaites la Champagne. Mais que cette Champagne est belle, et merci Marlène de nous la proposer comme telle. Merci à toi, Geoffrey, pour tes beaux commentaires et ta belle participation. Merci. Ok, Et bah merci écoute, à merci à tous. vous tous. Bonne soirée. Marlène, je te laisse le Et dernier profite mot et bien. après je coupe. Pas de Hein? souci. Profite bien. Je te laisse le mot de la fin Eh et après je bien, coupe. belle soirée à tous. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.